Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Quelles sont les intentions de recrutement des entreprises pour cette année 2023 ? C'est la question qui a été posée par Pôle emploi à 18 000 entreprises vendéennes en fin d'année 2022. 4 300 d'entre elles ont répondu à cette enquête et les résultats viennent d'être dévoilés. L'on apprend que la dynamique reste positive sur le marché du travail vendéen avec bon nombre de projets de recrutement, des recrutements qui plus est accompagnés de contrats durables. À travers cette enquête, 43 000 intentions d'embauche ont été dénombrées. Cela correspond à 22% des intentions d'embauche des entreprises de la région. On s'attendait effectivement à confirmer la bonne dynamique. On s'attendait effectivement à ce qu'il y ait des difficultés de recrutement pressenties encore plus fortes que l'année précédente. Ce qui est intéressant, ce que l'enquête nous confirme, c'est que les entreprises qu'on voyait recruter autrement embauchent aussi autrement, puisqu'on voit une accélération des recrutements pérennes. Ils ont augmenté de 6% par rapport à l'année dernière. Jeudi, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel, la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites était organisée dans plusieurs villes du département, à Fontenay-le-Comte, à Challans, au Sables-d'Olonne et à La Roche-sur-Yon. Pour le rassemblement lyonnais, le cortège s'était lancé du boulevard Sully. Sous un ciel avec une météo mitigée, on a pu observer un net recul de la participation puisque 3000 personnes étaient présentes selon les syndicats, 1300 selon la police, 2 fois moins que lors de la mobilisation du 6 avril. Dans les rangs des manifestants, désillusion et lassitude prédominaient. On n'a pas énormément d'attentes sur ce qui peut se passer. On connaît notre président, donc on sait ce qui se passera, mais bon, on doit être là. Donc c'est plus pour la démocratie qu'autre chose. On sait que ça ne changera pas le résultat, mais bon, voilà, on est là et on sera là jusqu'au bout. C'est notre vie, c'est notre retraite, c'est notre pays, c'est notre démocratie. Et Macron, c'est pas parce qu'il a été élu il y a 5 ans qu'il n'a plus de compte à rendre en fait. Il y a le 49.3, ça va 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, il y en a un peu trop, quoi. Vraiment, il faut laisser la démocratie faire son travail et si on ne croit pas en la démocratie, il ne faut pas se présenter aux élections, en fait. Se mettre en grève, il n'y a rien de naturel. Quitter son poste de travail, on est fonctionnaire, on est au service du public et quand on n'y est pas, ça nous pose des cas de conscience. Donc effectivement, on est fatigué d'autant de mobilisation. Et pour dire des choses justes, puisque c'est reconnu par l'ensemble des Français, donc c'est usant de devoir quitter son travail et en même temps manifester, tout ça est problématique. Politique à présent avec le déplacement en Vendée d'Isabelle Lonvirom, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. C'était ce vendredi au programme des visites et des rencontres avec l'association SOS Femmes Vendée et le centre d'information sur le droit des femmes et des familles à La Roche-sur-Yon, ainsi qu'avec des membres du Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance à Luçon. Mais la ministre est surtout venue présenter le plan égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027. Reportage Alix Lanos. C'est devant des magistrats, des gendarmes, des élus, des représentants d'associations que la ministre déléguée à l'égalité hommes-femmes a présenté le plan interministériel 2023-2027. Une centaine de mesures autour de 4 axes de travail. La lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes, l'égalité économique et professionnelle et la culture de l'égalité, un levier majeur pour prévenir les violences. Oui, la société demeure trop violente à l'égard des femmes, donc éduquons nos enfants, filles et garçons, pour faire en sorte que ces violences soient moins nombreuses. Ça passe par l'éducation à la sexualité, bien sûr, c'est important. Cette lutte aussi contre les stéréotypes, c'est-à-dire toutes ces idées toutes faites qui sont parfois fausses, mais qu'on véhicule depuis des siècles et qu'on transmet dans la tête de nos enfants. Des maisons des femmes verront le jour dans chaque département. Des pôles spécialisés sur les violences intrafamiliales dans tous les tribunaux. Et pour s'adapter à tous les territoires et notamment les plus ruraux, des dispositifs itinérants ont été et continueront d'être développés. Sur le plan de la santé, avec aussi le déploiement de bus qui permettront de détecter les maladies gynécologiques, les maladies cardiovasculaires. Nous soutenons aussi le fait que les maires ruraux puissent être formés, justement sensibilisés à la lutte contre les violences pour bien orienter justement les personnes qui pourraient être victimes de violences. La ministre déléguée a répondu aux questions des différentes instances représentatives des droits des femmes. La lutte contre la prostitution a notamment été abordée, mais également l'accession des filles aux filières scientifiques ou encore l'accès des mineurs à la pornographie. Autant de sujets dont le gouvernement devra s'emparer s'il veut mener à bien son plan Égalité 2027. L'heure des vacances a sonné pour la zone qui nous concerne, la zone B, une semaine après la zone A.
En Vendée, les premiers touristes sont arrivés et les professionnels se préparent jusqu'à la dernière minute. Exemple dans ce camping de Talmont-Saint-Hilaire où une formation d'animateur est proposée sur 3 jours. On apprend à distiller la bonne humeur mais aussi l'incontournable danse de l'été. Colline Davy et Agathe Poulet. Le sourire, Quentin, le sourire! Avant l'arrivée des premiers campeurs, la bonne humeur est déjà au rendez-vous. Dans ce camping, les animateurs venus de toute la France débutent une formation, car au-delà des chorégraphies et des chansons, c'est un métier avec des responsabilités. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que derrière une animation, il y a des journées de travail. Il y a une préparation qui est incroyable dans le sens où on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de faire un flop. Si jamais l'animation se passe mal, on est mort en fait. Si on ne sait pas à quoi s'attendre, si on n'est pas préparé, ça va être beaucoup plus difficile par la suite. Et là du coup, même si c'est 3 jours et 3 jours qui sont très condensés, même si on pense savoir beaucoup de choses, on en apprend quand même en plus et c'est toujours bon à apprendre. Être animateur, ça s'apprend et pour coordonner au mieux son équipe, cette formation est nécessaire pour avoir toutes les compétences réunies en termes de management et d'animation. C'est aussi le moyen d'assurer une remise à niveau et une cohésion d'équipe à quelques jours du début de la saison. On essaye de tout anticiper pour préparer les meilleurs moyens nécessaires pour qu'ils puissent travailler ensemble. En quelques jours, former, c'est pas évident. Mais en fait, l'approche, c'est rappeler certaines bases ou même faire découvrir d'autres éléments pour remettre dans le bain tout le monde et aider à avoir le maximum de billes pour attaquer la saison. Cette formation est un enjeu crucial pour l'hôtellerie de plein air face à une pénurie de main-d'œuvre. Avec les difficultés rencontrées en 2022, le secteur du tourisme a anticipé sa période de recrutement en 2023. En plus d'attirer les candidats, la formation facilite le recrutement. Soit nous prenons des personnes qui ont très peu pratiqué et à qui il manquera quelques éléments pour pouvoir maintenir le poste de responsable d'animation, ou alors d'autres personnes qui ont peut-être eu l'occasion d'être déjà animateurs mais qui ne sont pas encore été en fonction de responsabilité et qui, grâce à la formation, acquerront des meilleurs réflexes. Et aussi, tout comme ça, on aura une cohérence au niveau de l'image pour toute l'équipe Maeva. Une formation efficace qui rassure aussi bien les animateurs que les campings. L'équipe d'animation du camping Maeva Club Les Dinosaures est au complet mais recherche toujours des saisonniers en cuisine pour les vacances de cet été. C'était top les gars, bravo, c'est bien ça. Ce fut l'une des frayeurs de la semaine, mais Jan Herbert Jones est bel et bien sain et sauf. Le skipper britannique en course sur la Golden Globe Race a dématé lundi dernier au large de l'Argentine dans des rafales de vent dépassant les 70 nœuds. Après déclenchement de sa balise de détresse, les secours se sont organisés pour venir en aide aux navigateurs blessés. Le récit de ce sauvetage avec Alexandre Lenaour. En course dans la catégorie Chichester, tout a basculé pour Jan Herbert Jones ce lundi au 218e jour de course. Alors dans l'Atlantique Sud, il fait état au PC Course par téléphone d'une météo catastrophique, 50 nœuds de vent de moyenne avec des rafales atteignant jusqu'à 80 nœuds. Il a eu une forte dépression avec une mer assez courte qui produit des vagues très pentues et le bateau a chaviré, il a dématé. Il s'est blessé. Le contact avec le skipper se fait par intermittence, mais la situation se dégrade. Le Britannique est projeté hors du cockpit à 2 reprises, blessé au dos et au crâne. Il est alors 20h heure française ce lundi quand le navigateur déclenche sa balise de détresse. La chaîne de recherche et de sauvetage se met en route sous la coordination des autorités maritimes argentines. On savait cependant qu'il y avait des bateaux de pêche à côté, des bateaux de pêche taïwanais. Cela dit, les Argentins ont eu du mal à les contacter. Ils ont travaillé sans relâche, ils sont passés par l'ambassade de Taïwan en Argentine, par le ministère de la Pêche, de manière à pouvoir les joindre. Et à partir du moment où les Taïwanais ont été joints, ils ont mis à disposition 3 bateaux qui ont fait cap sur Jan. Le PC Course reste alors en contact avec le Britannique par message et liaison téléphonique. Le mât de son bateau est alors suspendu sur le côté, mais impossible de couper le gréement pour s'en débarrasser. La coque risque d'être endommagée. Oui, de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, mais je pense que c'est sous contrôle. Et comment va le dos ? Douloureux, j'ai du mal à bouger comme je voudrais. Je me suis fait une entaille au niveau de la tête.
Mardi à 12h, Yann Herbert-Jones donne des nouvelles rassurantes au PC Course alors que les conditions météo s'améliorent. Avant la délivrance, 26 heures après avoir déclenché sa balise de détresse, le Zida Wang, le premier navire de pêche taïwanais à s'être dérouté, est en vue. Le Britannique monte à bord à 21h30 heure française. Tout s'est passé très très vite et à la faveur d'une vague qui a mis Puffin à la bonne hauteur, il s'est agrippé à une échelle de corde qui avait été lancée par le côté et il est monté. Nous avions demandé à Yann de s'aborder son bateau. Le sauvetage s'est fait tellement rapidement qu'il n'a pas eu le temps d'ouvrir la vanne pour couler son bateau. Yann Herbert-Jones fait maintenant route vers l'Afrique du Sud et la ville du Cap, où son arrivée est programmée le 20 avril. C'était l'un des événements sportifs de ce début de semaine, la visite exceptionnelle de l'équipe de rugby du Stade Rochelais mardi à La Roche-sur-Yon. Tout juste qualifiés pour les demi-finales de la Champions Cup, les champions d'Europe en titre ont été accueillis par le club lyonnais du FCY et se sont entraînés au stade Henri Desgranges. Une séance délocalisée qui visait à promouvoir le rugby dans le département. Près de 2000 personnes, dont beaucoup de jeunes, étaient dans les tribunes pour y assister. C'est assez exceptionnel de pouvoir accueillir aujourd'hui le Stade Rochelais et puis surtout autant de monde autour de ça qui puissent voir en fait leurs idoles, les joueurs professionnels, c'est assez exceptionnel. Quand ils sont venus présenter le Stade Rochelais la Coupe d'Europe au mois d'octobre, il y avait une petite frustration, en fait il n'y avait pas de joueurs et on s'est lancé un pari en disant et si on faisait venir l'équipe pour un entraînement. Et bien pari tenu, La Rochelle a tenu sa promesse et aujourd'hui ils sont tous là. Là ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe, ils sont deuxième en top 14. Je suis vraiment très fier aujourd'hui pour tous les publics vendéens. Avoir fait venir toutes ces écoles là pour voir l'équipe du Stade Rochelais s'entraîner, c'est formidable pour la promotion du rugby et je pense que c'est important, oui. Le sport est un moyen, et le rugby en particulier, un moyen énorme d'éducation de notre jeunesse. Et ma foi, venir ici à La Roche-sur-Yon, c'était quelque chose d'important pour nous. On vient avec beaucoup de bonheur, de fierté, de rencontrer ce beau club de La Roche-sur-Yon avec un président et des bénévoles qui, je le sais, travaillent lourdement pour pouvoir faire vivre le rugby dans la région. On termine avec une idée de sortie en famille pour les vacances de Pâques. Le centre minier de Fémoreau renouvelle l'expérience Mine et une brique Lego. Une exposition pour découvrir ou redécouvrir les 130 années de charbonnage en plein bocage vendéen grâce au célèbre petit bonhomme jaune. Le public peut découvrir 14 maquettes à travers 3 univers différents. Cyril Guillet. En 2022, on s'est lancé dans l'aventure des briques Lego avec une première exposition Mine et une brique Lego où on présentait plus le travail du fond de la mine avec vraiment les métiers du fond, la naissance du charbon avec le carbonifère. Et en 2023, l'idée c'était de repartir d'une feuille blanche. Là on est plus sur la cité minière avec les différents quartiers qui vont être mis en valeur par des briques mais surtout des personnages Lego. Avec cette architecture art déco, l'Hôtel des Mines, créé en 1918, était le lieu de toutes les fêtes et manifestations vraiment ici à Fémoreau, mais également le lieu où très souvent on se prenait en photo, nos photos d'archives le montrent. On a des photos Mardi Gras, on a des photos du foot. L'équipe de foot se prenait en photo devant l'Hôtel des Mines. On est en plein cœur du village avec la chapelle, la place du marché et la ruche, l'ancienne coopérative donc pour les mineurs. C'est jour de marché, vous voyez ici vraiment ce côté, ce marché très animé. La chapelle, une procession sort donc de la chapelle et vous avez également l'harmonie des mines. Il faut savoir qu'ici on avait un important tissu associatif, que ce soit culturel ou sportif. Cette grosse maquette représente vraiment le parc de la verrerie. Et dans ce parc, on a cette verrerie créée en 1836 qui produisait bouteilles, cloches de jardin et bocaux, plus d'1 million de bouteilles par an. On a eu ici sur Fémoreau, certes, l'extraction du charbon, mais de nombreuses entreprises se sont formées autour. La verrerie en est un exemple, mais on a également tuilerie, briqueterie et les fours à chaud, et notamment les fours à chaud de Benay. Et justement, la visite se termine par la plus imposante des maquettes, celle des fours à chaud de Benay, une construction qui a nécessité près de 40 000 briques. Dans ce même espace, un atelier pixel art est proposé aux petits et aux grands.
C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi.